Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Au sommaire de ce journal, cet incendie d'une rare violence à la décharge de Mbebes. Pour le moment, 2 corps sans vie non identifiés ont été trouvés. Les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le feu. Macky Sall tire un bilan positif de sa visite d'État en France. Une visite qui ouvre une nouvelle ère et des perspectives de la vie du chef de l'État. Les vendeurs de viande de porc dans tous leurs états en cette veille de Noël. Ils déplorent la pénurie de ces denrées due selon eux à une mauvaise gestion de la filière porcine. Crise gambienne, l'archevêque de Dakar demande le respect de la volonté populaire de tous les acteurs du jeu politique. Vous entendrez dans cette édition Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et puis en sport, les Lions du beach soccer accueillis en héros tôt ce matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les champions d'Afrique ont savouré devant les autorités, fans et parents. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Cet incendie donc d'une rare violence depuis ce matin à la décharge de Mbebes. Pour le moment donc 2 morts, 2 corps donc sans vie et non identifiés ont été retrouvés. Les sapeurs-pompiers ont finalement réussi à maîtriser le feu aux environs de 17h. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions. Fin de la visite d'État de Macky Sall en France. Il tire un bilan positif de cette visite où beaucoup d'accords de partenariat ont été noués tant sur le plan économique qu'écologique et énergétique. Cette visite, selon le chef de l'État, ouvre une nouvelle ère et des perspectives. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par notre envoyé spécial à Paris, Ibrahim Akan. Nous avons des ressources humaines de qualité dans tous les secteurs et ce sont des secteurs complexes. Donc nous allons bâtir une coopération certainement avec l'IFP à travers ces démembrements et nous allons à travers l'Institut national du pétrole et du gaz qui sera institué au Sénégal, voilà, développer des partenariats. C'est une visite réussie. Bien sûr, beaucoup d'accords ont été signés et ces accords permettront d'organiser le cadre d'intervention. Nous avons par exemple des accords dans le domaine de l'écologie, de l'économie d'énergie avec Ségolène Royal et le ministère de l'économie, le ministre de l'énergie du Sénégal. Nous avons des accords avec Bercy sur les mécanismes de financement innovants pour nous accompagner. Et vous savez que, quoi qu'on puisse dire, la France reste notre premier partenaire économique et financier. Donc sur toutes ces questions et sur d'autres, vraiment le cadre a été balisé pour renforcer la relation. À propos de cette visite d'État, Moutban de Manko Watou Sénégal estime que le chef de l'État a juste relancé l'économie française. Pour lui, donc Macky Sall travaille pour l'Hexagone de la ville d'Abdoumbo, porte-parole adjoint de l'APR. C'est une visite réussie et les accords signés vont propulser vers l'avant notre économie. Ils ont rencontré nos reporters Alassane Ba et Modou Diop. Ce leader de Manko Watou Sénégal n'a pas raté le chef de l'État de l'avis de Mamadou Moutban. Macky Sall, répondant à sa convocation, n'a fait que relancer l'économie française en faillite. Nous avons également appris qu'il a signé beaucoup d'accords. Mais des accords pourquoi? Parce que le président Macky Sall, depuis qu'il est élu président de la République du Sénégal, se comporte comme le représentant économique de la France au Sénégal. Réplique du porte-parole adjoint de l'APR, le vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoumbo, salue les accords signés lors de la visite d'État du président Sall. Les accords ont été signés et le plus important, il y a eu le renforcement de l'axe Dakar-Paris. Parce que les relations qui unissent le Sénégal et la France, ce sont des relations historiques. Et vous avez même entendu le président français dire que les tirailleurs sénégalais vont être régularisés.
L'économie sénégalaise, presque sous contrôle des Français, dénonce Mamadou Mout Ban, mais de l'avis de l'apériste, il en est autrement. Total est revenu en force depuis l'arrivée du président Macky Sall. Port de Dakar, vous avez vu le retour en force de Bolloré avec des contrats de complaisance. Le train express, c'est un coût estimé à 568 milliards pour 57 km. Le président Macky Sall s'est engagé à renflouer, à relancer l'économie française et non l'économie sénégalaise. Vous avez toujours eu ou bien vu des sociétés françaises travailler ici au niveau du Sénégal. Ce qui est le plus important, c'est que le Sénégal puisse aller vers l'émergence et que cette coopération puisse bénéficier au peuple sénégalais et à l'économie sénégalaise. Le sitting de Manko Wattu Sénégal, échec pour Abdou Mbow, mais réussite parfaite selon Mamadou Mout Ban. Pour ce dernier, c'est une première qu'un chef d'État africain défende le franc CFA et c'est déplorable. Mais pour Abdou Mbow, c'est normal puisque le Sénégal fait partie d'une union. Une intégration commerciale passe par une intégration monétaire. Du coup, vouloir sauvegarder le franc CFA serait une mauvaise idée. C'est la conviction de Moubarak Lo. L'économiste se dit optimiste sur la monnaie unique des États de la CEDEAO en 2020. Il était l'invité du Trésor de la TFM. À sa sortie, il s'est prononcé au micro de Souleymane Touré. Vous savez, vous avez 15 pays dans la CEDEAO, vous avez 8 pays qui partagent la même monnaie, mais les 7 autres pays ont leur propre monnaie. C'est très difficile de faire une intégration commerciale lorsque vous n'avez pas d'intégration monétaire. En général, les deux vont ensemble. Une zone monétaire commune a besoin d'une intégration commerciale renforcée et vice-versa. Parce qu'aujourd'hui, si vous devez échanger avec le Nigeria, vous avez du CFA, vous devez d'abord passer par l'euro. Vous ne pouvez pas commercer directement avec le Nigeria parce que si vous amenez vos CFA au Nigeria, ça ne va pas être accepté. Et 2020, normalement, on doit avoir la monnaie unique de la CEDEAO. On n'aurait plus 15 monnaies ou 8 monnaies parce que les 8 pays ont la même monnaie. Mais on aurait une seule monnaie, l'éco, on aurait une seule politique monétaire. Ensuite, si vous y ajoutez le tarif extérieur commun qui va nous permettre d'avoir la même politique commerciale extérieure, plus le travail d'harmonisation au niveau budgétaire, parce que n'oubliez pas qu'il y a un grand chantier pour la convergence au niveau de la gestion budgétaire. Le médiateur de la République lance un appel pour une trêve entre l'État et les différents syndicats des travailleurs. Selon lui, il ne doit pas il ne doit pas rester sourd, face aux appels des syndicats. Maître Alioune Badara Cissé était en visite à Saint-Louis pour installer son nouveau représentant dans la capitale du Nord. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Le médiateur de la République a installé son nouveau représentant à Saint-Louis, une occasion saisie par Alioune Badara Cissé lors de son séjour dans la capitale du Nord pour évoquer le rôle que doivent jouer les correspondants dans les différentes régions. Maintenant que nous avons un correspondant en bonne forme, je pense que nous pouvons valablement compter sur lui avec le touchement de l'administration territoriale, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais également la commune et la communauté et la collectivité et le conseil départemental, de faire en sorte que ne remontent en surface et vers Dakar que ceux qui ne peuvent trouver solution ici. Alioune Badara Cissé a aussi évoqué plusieurs questions face à la situation de crise que traverse le pays dans le secteur de la santé, de l'éducation, du nettoiement et la grogne des retraités. Le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, a lancé un appel depuis Saint-Louis pour une trêve entre l'État et les différents syndicats de travailleurs, une trêve qui doit être symbolisée selon lui par le respect des accords entre le gouvernement et les syndicalistes. Je demande à l'État de ne pas rester sourd aux appels des syndicats et autres associations, de les convier à un dialogue. C'est à cela que nous avions appelé le 28 mai 2016 au niveau de la présidence de la République. C'est à cela que le Sénégal, dans ce que nous avons de traditionnel, nous convie. Le médiateur a invité l'État du Sénégal à dialoguer avec les syndicats pour une vie apaisée entre les différentes parties. Je me demande pourquoi l'État ne réagit que quand les gens font une grève de la faim, que quand on casse des bus, que quand on casse des feux rouges, que quand on fait des grèves de la faim,
que quand les grenades lacrymogènes crépitent, nous devons pouvoir aller à la rencontre des citoyens, nous asseoir avec eux, vérifier régulièrement les cahiers de doléances et les préavis qui sont déposés, voir ce qui est soluble et le résoudre, ce qui ne l'est pas, s'entendre sur un échéancier et le régler. Face aux menaces des syndicalistes, surtout ceux de l'éducation, le médiateur de la République s'est engagé à jouer pleinement son rôle pour une année apaisée. Il demande aussi aux différentes parties de mettre fin aux querelles pour éviter le chaos à notre pays. La marche de protestation de la communauté catholique de Mbao, elle s'oppose à la construction de cantines aux alentours de l'église Marie-Madeleine par la municipalité. Pour eux, prière rime avec calme et sérénité et ces cantines ne feront que perturber la quiétude dans ce lieu de prière et de recueillement. Ils demandent l'arrêt des travaux et promettent d'autres actions. Ousseynou Thiam, Biradiani. La communauté chrétienne de Mbao est très en colère contre les autorités municipales de la localité. À l'origine de leur courroux, la cantinisation des alentours du centre qui abrite l'église Marie-Madeleine de Mbao. Monsieur le maire, sachez que la communauté catholique de Mbao se sent agressée dans sa dignité par ce projet, étant donné qu'il perturbe la quiétude de notre lieu de culte. L'effervescence et la pollution sonore résultant des activités d'un marché sont-elles propices au recueillement et à la prière? En tant que premier gestionnaire des préoccupations de vos administrés, vous ne devez pas être une source de désordre. Si vous croyez vraiment à la bonne gouvernance, vous avez l'obligation d'inscrire vos actes dans une dynamique participative, mais pas dans une logique de provocation. Aujourd'hui, nous, paroissiens de Mbao, sommes ici pour vous dire de vive voix que nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, ni des locataires d'appartements où tout est permis. Après avoir investi la rue, les responsables réclament l'arrêt immédiat des travaux. Ne faites pas de la gestion du Matei, Maïmer, Loumaner Def. Nous lançons un appel solennel aux autorités locales et étatiques pour qu'on protège davantage les lieux de culte, les cimetières et les écoles. Nous demandons un arrêt immédiat et définitif des travaux. Du bruit! Est-ce qu'on peut faire de la paroisse de Mbao un marché? Nous disons non! Nous disons non! Arrêtez les travaux! Au-delà de cette manifestation, la communauté promet d'autres actions afin de contraindre les autorités municipales à reconsidérer ce projet de cantinisation. Pour l'édile de la commune de Mbao qui se dit disposé à la concertation, il attend de cette communauté des arguments beaucoup plus convaincants pour arrêter ces travaux de cantinisation. Abdoulaye Pouy, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Biradiani. Dans ce monde, on ne peut pas avoir l'unanimité. Vous ne pouvez rien faire une chose où tout le monde sera d'accord pour que vous le faites. Et si à toute chose que vous démarrez et qu'il y a des gens qui disent vous laissez tomber, je me dis, mon Dieu, les maires ne feront rien dans leur commune. Alors, est-ce qu'il y a des raisons valables pour arrêter ça? Je n'en sais pas encore. Peut-être on doit se voir, peut-être qu'ils vont me donner des raisons valables. Mais le fait de dire que c'est à côté de mon mur, on ne fera rien à côté de mon mur, là je ne suis pas d'accord. Et s'ils ont des raisons valables, peut-être que je le saurai. Je vous l'annonçais dans les titres, la colère des vendeurs de viande de porc établis au marché Bignona de Grand Yoff. À la veille de Noël, ils disent constater une pénurie de cette viande due à une mauvaise gestion de la filière porcine. Face à la presse cet après-midi, ils ont demandé aux autorités compétentes de trouver une solution. Compte rendu signé Younous Diatta et Mampiram Diouf. Ils se sont oubliés, mis à l'écart, leur lieu d'activité manque presque de tout. Le Bignona, c'est le poumon de la filière porcine. Parce que c'est seulement à Bignona qu'on peut trouver le marché. Je pense que vous avez fait tout le tour de Dakar, non, même du Sénégal. Dis-moi où. Si vous trouvez une place, dis-moi. Vous me dites où vous pouvez trouver une place. C'est seulement à Bignona. Mais l'État même peut prendre quand même quelques qui pour aider les gens de Bignona. Hein? Après plusieurs correspondances adressées aux autorités, Jean-Robert Diatta estime que cela est passé comme lettre à la poste. C'en est assez, disent-ils, parce qu'ils n'en peuvent plus après plus de 30 ans d'exercice de ce commerce sur ces lieux. Entreprise là.
Nous avons besoin de moyens afin d'exercer convenablement nos activités. Dans ce marché, ce sont des entreprises que nous avons créées. Les autorités doivent en être conscientes. Nous, les femmes, participons activement à tout ce qui se passe dans le pays. La première dame, nous la sollicitons pour nous accompagner dans cette entreprise que nous considérons familiale. Au marché Bignona, l'activité tourne mais difficilement. Les vendeurs demandent plus de considération. Pour permettre aux populations de la banlieue d'acquérir un toit, un projet a été initié à Grand-Mbao par l'État du Sénégal pour 628 logements grâce aux allègements de la fiscalité. L'État donc veut disposer de 15 000 logements par an. La pose de la première pierre a été présidée par le ministre du Renouveau et du Cadre urbain. Compte rendu signé Asmalik Diop et Pape Farani. Ce projet SICAP Grand-Mbao sur une superficie de 10 hectares avec 628 unités, le ministre du Cadre de vie et du Renouveau urbain veut rendre accessibles les logements sociaux pour permettre aux Sénégalais de la banlieue d'avoir un toit. Ce projet permet également de poursuivre l'objectif de baisse du prix du logement, comme le prône son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui a initié un vaste chantier de réforme du secteur. C'est dans ce cadre que la loi 2016-31 du 8 novembre 2016 portant loi d'orientation sur l'habitat social a prévu une batterie de mécanismes d'accompagnement et d'incitation pour d'une part accélérer la production de logements et d'autre part réduire le coût de sortie des logements sociaux afin de les rendre accessibles aux ménages sénégalais. Une politique d'habitation avec ce projet de complexe résidentiel fermé. Tous les Sénégalais peuvent bénéficier de ces logements sociaux avec l'allègement de la fiscalité. 2012 ba léegi mbir mi dafa xaw a takarnaase parce qu'en fait dafa am benn politique bi ñu fi teg mooy fiscalité bi dañ ko xoolaat foncier bi réglé nañ ko ak financement bi. Après la pose de la première pierre à Grand-Mbao, d'autres projets sont attendus. Les besoins en logement à satisfaire sont considérables. Avec un stock important de demandes non satisfaites, la SICAP SA a lancé 7 nouveaux programmes. SICAP Lac Rose avec 2227 unités d'habitation, SICAP Rudis avec 6 immeubles comprenant plusieurs dizaines d'appartements, SICAP Mbao 3 avec 161 parcelles viabilisées, SICAP Liberté 3 avec 4 immeubles comprenant plusieurs dizaines d'appartements, et SICAP Mamilor avec 1118 parcelles viabilisées. Les premiers logements sociaux seront livrés d'ici 1 an avec des villas et appartements. Le ministre veut atteindre l'objectif fixé avec 15 000 logements par an. La caravane des PME était à Ziguinchor pour 48 heures après Thiès et Guédiawaye avec à sa tête le ministre du Commerce. Le lancement du programme d'appui au secteur informel avec une somme de 420 millions de francs CFA pour le financement d'entreprises locales était le point saillant. Plus de détails avec Boubacar Diassi. C'est dans la joie et la ferveur que la région de Ziguinchor accueille la 3e et dernière étape de la caravane des PME dirigée par le ministre Alioune Sarr. Une caravane que les élus locaux et autres entrepreneurs attendaient impatiemment. Il est vrai que cette région naturelle a connu des soucis politiques depuis plus de 3 décennies. Et comme vous le savez aussi, cette région recouvre de grandes potentialités et a toujours su garder un certain dynamisme. C'est en effet, Monsieur le ministre, ce dynamisme qu'il s'agit pour vous de revigorer dans le secteur des PME-PMI de la région. Le ministre Alioune Sarr sur les objectifs de cette caravane. Cette caravane vise à délocaliser, à rapprocher et à vulgariser le dispositif d'appui aux petites et moyennes entreprises, mais également à tous les acteurs de l'économie informelle. Cette caravane donc donne l'opportunité de faire la promotion de l'esprit d'entreprise et d'unité économique à même de transformer la structure de notre économie et ainsi de participer à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent qui fait du secteur privé le moteur de la croissance. Et pour ce faire, le FONGIP et le Haut Conseil du dialogue social mettent la main à la pâte. Nous avons su nous pencher sur le secteur informel pour y apporter des réponses concrètes, prometteuses et durables. C'est une fois de plus la manifestation d'un partenariat en continu
avec Monsieur le ministre du Commerce. En plus des visites d'unités économiques dans les communes de Ziguinchor et de Diembéring, 2 actes majeurs sont posés par le ministre Alioune Sarr. Un financement de plus de 420 millions. Le programme d'appui au secteur informel, le PASI, a été lancé il y a à peu près 6 mois de cela. Et aujourd'hui, nous avons le secteur bancaire qui accompagne cela. On a accepté d'accompagner des entreprises qui sont de la région de Ziguinchor et qui étaient dans l'économie informelle. Ça, c'est un premier point. Très, très positif. Nous avons posé la première pierre de centre de conditionnement et de transformation de la pulpe de mangue qui va absorber plus du tiers de la production locale en mangue de la région de Ziguinchor. La caravane des PME, un motif de satisfaction. Absolument. Je pense que, en toute honnêteté, on peut se satisfaire de ce qu'on a eu dans cette caravane 2016 qui est bouclée ici au niveau de la région de Ziguinchor. Tant du point de vue de la mobilisation, des acteurs qui étaient présents au niveau du village de la caravane, des unités qui ont été visitées dans le cadre de la caravane mobile, qui étaient essentiellement des unités accompagnées par le bureau de mise à niveau, dans le cadre de son programme spécifique de mise à niveau qui vise les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire un nouveau mode opératoire adapté à la PME, dont le laboratoire a été la région de Casamance, mais aussi du point de vue de la réflexion scientifique. Rendez-vous est pris pour l'édition 2017. Budget de 120 milliards de francs CFA prévu pour la réalisation de 700 forages. Ce vaste programme vise à résoudre les problèmes liés à la qualité de l'eau. Les 14 régions du Sénégal sont toutes concernées. Compte rendu donc de l'atelier de partage qui s'est tenu ce matin avec Maïmouna Ndiaye et Léa Niafouna. Régler la qualité de l'eau, apporter des solutions dans la distribution, le Sénégal vers de nouvelles stratégies dans les 14 régions, une réforme dénommée l'hydraulique rurale. C'est caser la césure sociale qui existe en termes d'approvisionnement en eau potable entre les zones urbaines et les zones rurales du Sénégal. Nous avons tous droit à de l'eau potable, nous avons tous droit à de l'eau de façon continue, nous avons tous droit à de l'eau en fonction de nos besoins. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas et nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes définitivement. C'est tout le fondement de la réforme de l'hydraulique rurale. 140 forages par an, l'objectif fixé par l'Office en charge des travaux. Quant au mécanisme, des changements sont annoncés. On va faire au moins 700 forages en 5 ans, ce qui fait un rythme de réalisation de 140 forages par an. Dans le temps, on était dans l'ordre de 50, 60, 70 forages par an maximum. Donc ça, c'est une innovation de taille. À la fin de ces programmes, quand tous les forages seront achevés, nous aurons des mécanismes qui permettront de rendre opérationnel et en permanence, ce qui n'était pas évident dans le temps. D'autres changements également attendus dans le volet social, les opérateurs privés appelés à accompagner la nouvelle démarche. Nous allons chercher des gens qui ont la compétence et l'expérience en matière de gestion des ressources en eau. Et une des conditions dans lesquelles nous faisons les délégations de services publics, c'est que nous demandons à l'opérateur privé, dans la limite du possible, en fonction des compétences des personnes qui sont sur le terrain, qu'ils soient repris prioritairement. La première délégation, nous avons créé directement 70 emplois, directement. Des gens qui ont une fiche de paye, qui ont un bulletin de salaire. Et la deuxième délégation, Thiès-Diourbel, nous tablons autour de 250 emplois qui vont être créés directement. Les statistiques parlent de 25 milliards mètres cubes an, la ressource renouvelable au Sénégal, environ 3000 mètres cubes habitants par an. L'administration territoriale sur la réforme hydraulique rurale se fixe de fortes recommandations. Un plan d'action est d'ailleurs prévu au mois de janvier. Assainir le secteur donc, de la médecine traditionnelle, une urgence pour les praticiens de la médecine traditionnelle réunis autour d'une fédération. Ils interpellent le gouvernement du Sénégal pour l'adoption d'une loi portant réglementation de la médecine traditionnelle afin d'exfiltrer tous les charlatans investis dans ce secteur. Ils faisaient face à la presse ce matin, compte rendu signé Nafissatou Silla et Mohamed Dia. Réorganiser le secteur de la médecine traditionnelle, le cri de cœur de la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, l'urgence, c'est le vote d'un projet de loi pour réglementer le secteur. Nous demandons au gouvernement sénégalais d'accélérer ce processus, d'accélérer le vote du projet de loi réglementant la médecine traditionnelle. Parce qu'il est temps au président de la République de veiller à ce que ce projet de loi atterrisse à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a d'autres projets de loi.
Je ne dis pas qu'ils ne sont pas moins importants que la médecine, mais ils ne sont pas aussi plus importants que la médecine traditionnelle. Ils sont votés à l'Assemblée nationale. Et l'État, maintenant, que nous demandons aux autorités d'accélérer, d'accélérer ce processus-là. Forte de 5000 membres, la FSPMT s'insurge contre les charlatans qui ont investi la médecine traditionnelle et invite le gouvernement à renforcer sa volonté politique. La situation est tellement grave et tellement dangereuse aussi pour les populations. Et ça demande une réglementation. Ça demande que l'État, qui a ses missions régaliennes de protection et de préservation de la santé des populations, d'agir vite. Agir vite, c'est d'essayer de mettre fin à cette pratique de publicité. Le combat est ainsi engagé et les médias sont aussi appelés à s'investir. La presse a un grand rôle. C'est un grand rôle à jouer sur ça. C'est pourquoi je lui ai demandé de faire attention sur les charlatans. Ils sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table pour avoir des publicités. Nous le savons. C'est pourquoi nous vous demandons aussi de nous accompagner dans ce travail. La FSPMT est sur le qui-vive et attend plus que jamais la promulgation de la loi portant réglementation des pratiques et des produits de la médecine traditionnelle. Nous allons à Sédhiou où le sous-préfet de Bogal veut mettre fin aux coupes abusives de bois très couramment. Des camions remplis de bois quittent la localité pour la Gambie de manière frauduleuse. Le service des eaux et forêts de son côté dit ne pas avoir assez de moyens matériels. Les détails avec Bakary Conté et Salah Samb. La coupe abusive de bois gagne du terrain dans l'arrondissement de Bogal. Le sous-préfet de Bogal, Abbas Ndiaye, organise un forum et convoque tous les acteurs de l'environnement. L'arrondissement de Bogal, à 80 km de frontière, partage donc 80 km de frontière avec la Gambie. Vous savez que le problème du bois, c'est essentiellement l'exportation. C'est essentiellement les trafiquants qui viennent couper le bois à l'intérieur du territoire sénégalais et qui les vendent généralement en dehors du territoire. Et je pense que tout le monde sait aujourd'hui le trafic illicite qui est en train de se faire le long de la frontière. Il y a un véritable trafic illicite de bois dans cette partie du département de Bounkiling avec la complicité des chefs de village. Le sous-préfet de Bogal sonne la fin de la récréation. Tout trafiquant en tout cas et tout chef de village qui participerait comme complice à ce trafic-là, à ce trafic illicite de bois le long de la frontière et à l'intérieur de l'arrondissement de Bogal, donc va subir la réglementation. Parce qu'on ne peut pas continuer de voir que des chefs de village, des populations qui habitent la localité, continuent à participer à ces pillages de nos ressources. Les chefs de village s'engagent désormais à respecter la réglementation. Les eaux et forêts sollicitent l'augmentation des moyens. Donc, à l'heure où nous parlons là, on n'a pas les moyens pour gérer ce problème. Aussi pour le moyen matériel, parce qu'il y a des zones qui sont sensibles. Il faut aussi que l'État nous accompagne sur le moyen financier et matériel. Le sous-préfet de Bogal et le service des eaux et forêts ont promis de multiplier ces genres d'initiatives dans toutes les localités de l'arrondissement pour mettre fin à ce trafic illicite de bois. Monseigneur Benjamin Ndiaye se prononce sur la crise qui sévit à Yavuz Selim. Il appelle à respecter le droit et préserver les enfants. Je propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Daniel Diouf et Khadim Sissé. J'ai moi-même été interpellé. Il y a des problèmes juridiques. J'ai écouté quelqu'un, un expert l'autre jour à la télévision, parler de ces problèmes juridiques. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la crise qui secoue Yavuz Selim, mais je veux dire en tout cas, il ne faut pas que les enfants soient sacrifiés à l'autel d'oraisons qu'on ne connaîtrait pas. Et je voudrais en tout cas manifester toute ma solidarité aux parents d'élèves, aux élèves, aux enseignants qui aujourd'hui s'inquiètent à travers le pays pour ce qui risque d'arriver à la chaîne des écoles Yavuz Selim, si simplement on devait les fermer ou les faire passer à d'autres, alors que le droit doit être respecté en tout.
L'archevêque de Dakar s'est également prononcé sur la situation politique en Gambie. Monseigneur Benjamin Ndiaye explique que cette crise par le non-respect des constitutions africaines. Selon lui, la volonté populaire doit être acceptée de tous les acteurs du jeu politique. Nous l'écoutons. Nous avons édicté des règles de fonctionnement de la démocratie. Et notre Afrique est encore malade de ne pas pouvoir respecter en ses dirigeants. Nous avons un problème de leadership, de ne pas respecter les constitutions. Parce que si les dirigeants africains respectent les constitutions, mais les pays iront mieux. Mais si chacun veut s'accrocher internellement au pouvoir, alors qu'il a été lui-même à l'origine de la définition de la constitution, il y a problème. Donc, je leur souhaite la paix. Et je souhaite que celui qui a été élu puisse exercer normalement son pouvoir. Celui qui a été défait, il peut aller préparer ses armes pour une nouvelle compétition, mais il faut qu'il joue le jeu de la démocratie. L'archevêque de Dakar s'est prononcé donc en marge de son message annuel de Noël que vous pourrez suivre en intégralité ce samedi dans nos éditions. Nous restons toujours sur cette crise gambienne avec le député Seydina Fall Bougazeli qui fait appel à l'épreuve de force si jamais Yaya Jammeh insiste à garder le pouvoir. Il demande à l'État du Sénégal d'être au premier rang des pays qui doivent intervenir pour faire quitter Yaya Jammeh. Déclaration faite lors d'une tournée politique à Golfe. Il est au micro de Asmalik Diop. Non, Yaya Jammeh, non, son cas extraordinaire. Yaya Jammeh, il n'a qu'à partir. Yaya, il n'a qu'à partir. Bon, on l'a gagné. Les Gambiens sont votés pour le nouveau président, comment dire, Barrow. Donc Yaya, il n'a qu'à prendre ses bagages et rentrer chez lui. Sinon, on va utiliser la force. Bon, quel rôle? Bon, j'ai entendu le président de la République parler. Mais pour moi, mon opinion, Yaya Jammeh sait que faire une bras de fer entre les populations et lui. C'est pour cela que je disais que l'Union africaine n'a qu'à prendre ses responsabilités de dégager Yaya Jammeh. En film documentaire de près d'une heure sur la vie et l'œuvre de Djily Mbaye, l'engagement et la bonté de l'homme ont inspiré la réalisatrice Khady Fall. Les détails avec Aïssatou Paye Fall et Ibou Cissé. Un bon tour d'horloge pour se remémorer l'œuvre de Djily Mbaye. Le film documentaire retrace quelques étapes importantes de la vie de l'illustre Lougatois. Et le film documentaire avait pour motivation de rendre hommage, un hommage bien mérité à un homme exemplaire. Donc, comme je le dis tous les jours, nous avons plein d'hommes, de modèles à valoriser en Afrique et au Sénégal. Donc, c'est ce qui nous a motivés aujourd'hui à en présenter une de ces figures-là, en l'occurrence El Hadj Djily Mbaye. Pour le ministre du Budget, El Hadj Djily Mbaye est un patrimoine national à préserver. El Hadj Djily Mbaye fut un patriote, quelqu'un qui aime son pays, le Sénégal, et en particulier sa ville natale, Louga. El Hadj Djily Mbaye a été un chef religieux, mais également un homme d'affaires, qui était un diplomate chevronné parce qu'il travaillait dans l'intérêt du Sénégal et avait des relations très importantes avec divers chefs religieux de ce monde et qui était un grand facilitateur pour le Sénégal, surtout à l'occasion de grands sommets tels que l'OCI. En vrai patriote, il a toujours œuvré pour un Sénégal émergent, dirait le Premier ministre. Baye Djily Mbaye était un homme humble, ouvert d'esprit. Il entretenait d'excellentes relations avec les autorités d'ici, mais également celles qui se trouvaient hors du Sénégal. Il se donnait toujours pour le rayonnement de notre cher pays. L'hommage rendu, une fierté pour toute une famille. Quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait sa ville natale particulièrement. Et comme je l'ai dit, il disait s'il pouvait enlever la Kaaba de la Mecque et l'amener au Sénégal et particulièrement à Louga, il le ferait. Donc c'était un homme qui chérissait le Sénégal et nous prions pour que Dieu augmente sa lumière dans sa tombe et l'élève au plus haut degré de sainteté et de miséricorde.
Je vous l'annonçais dans les titres, les Lions du beach soccer accueillis en héros tôt ce matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Les champions d'Afrique ont savouré donc l'accueil devant les autorités, les parents, les fans. Le ministre des Sports, à propos d'éventuelles récompenses, soutient que cela est du ressort du chef de l'État. Je vous propose donc de suivre cette arrivée avec Mamadou Fall et Mardia. Une mission accomplie, un défi relevé procure nécessairement de la joie. Les Lions du beach soccer arrivés ce matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor ont affiché une mine joviale. Accueillis par le ministre des Sports, quelques membres de la Fédération sénégalaise de football et du 12e Gaïndé, ils ont tenu à remercier tout le peuple. Parce qu'on est bien arrivé, ça nous fait un grand plaisir aujourd'hui. On n'a même plus les mots pour parler, parce qu'à cette période de froid, on voit aujourd'hui à cette période-là les Sénégalais ici. En l'occurrence, le Premier ministre, ça nous fait un très grand plaisir. C'était pas facile pour nous, parce qu'on avait perdu la Coupe d'Afrique lors de l'édition précédente. Et on avait un objectif, c'était d'aller reprendre notre titre de champion d'Afrique. Et on l'a fait et on est très content, alhamdoulilah. Un sacre qui fait également la fierté du premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Sentiment de satisfaction et de fierté. Nous avions perdu ce titre aux Seychelles. Les jeunes étaient partis en reconquête. On a reconquis effectivement un titre qui est un titre continental. Je pense qu'il faut féliciter ces jeunes. Les champions d'Afrique recevront certainement leur récompense des mains du président de la République, selon le ministre des Sports. Peut-être le président va redire la même chose, mais aujourd'hui, nous avons des perspectives extrêmement importantes. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique, on a en ligne de mire la Coupe du Monde et on doit se battre pour mettre l'équipe dans d'excellentes conditions, comme on a l'habitude de le faire, mais les accompagner à être sereins, à s'entraîner, à bien préparer la Coupe du Monde pour aller participer et faire un excellent parcours aux Bahamas. Pour la Coupe du Monde, toutes les évaluations ont été faites afin que les Lions puissent rêver d'un trophée mondial. Soutien CRC. C'est la fin de cette édition. Retenez tout à l'heure à 21h30, vous aurez un débat sur le bilan de la visite du chef de l'État. La visite d'État du chef de l'État en France, il sera animé par Mamadou Ibra Kane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.